Claude Bundion, que j'ai vu, Crédit-là, et As, Madame Bendiaï, donc vont intervenir sur ce sujet selon des angles, je suppose, forcément différents. Nous avons trois juristes, un économiste, un spécialiste du département d'anglais et Asma Dembendiaï, communication. Donc nous allons passer la parole au professeur Ndongo, ne serait-ce que parce qu'il a été le premier avec Bouba à être ici sur place, pour nous dire en 7 minutes, disons, son angle d'approche de la question des causes structurelles et cycliques des crises de notre système politique, économique et social. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, chers amis, permettez-moi tout d'abord de remercier très sincèrement mon ami, collègue et compagnon de terrain en Afrique de l'Ouest, Alioune Tine, pour l'invitation à prendre part à cette rencontre. Naturellement, mon angle d'attaque sera un angle sécuritaire, mais aussi je vais essayer de voir le contexte sénégalais, comment je le perçois au regard de cet angle sécuritaire. Je voudrais tout d'abord ensuite dire d'ailleurs que on parle de causes structurelles. Le professeur Mamadou Fall a fait vraiment un développement. Je crois qu'il n'y a rien à dire sur ce développement-là. Parce que les facteurs structurels, c'est des facteurs qui se mettent en place dans la durée. On ne les voit pas. Mais souvent, ce ne sont pas ces facteurs-là qui créent les conflits. Donc, je vais considérer en tout cas ces causes structurelles comme déjà annoncées par l'exposé du professeur Fall. Et il y a d'autres types de facteurs dans les conflits qu'on appelle les accélérateurs de conflits. Et ces accélérateurs de conflits, on peut peut-être les voir et mesurer leur impact, parce que les accélérateurs de conflits, au contact de ce qu'on appelle le détonateur, ça crée maintenant vraiment l'explosion du conflit. Alors je pense qu'il faut aussi qu'on replace un peu le Sénégal dans le contexte ouest-africain. Et dans ce contexte-là, on voit que la géopolitique, que ce soit entre les États de la CEDEAO et peut-être même au-delà, que tout cela, je crois, a un impact sur un peu ce qu'on voit se dérouler au niveau du Sénégal. Le contexte ouest-africain se caractérise par des changements anticonstitutionnels de gouvernement au Mali, Burkina Faso, République de Guinée, au Niger. La Sierra Leone a également connu des violences suite à des élections mal négociées, mal menées, et d'ailleurs des élections que d'aucuns ont qualifiées de mascarade. Et tout cela, je crois que n'est pas sans... En tout cas, ce regard-là pourrait aussi nous intéresser. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui pourrait aussi se passer? Il y a un rapport de l'UNOWAS et aussi de l'Union africaine qui décrit dans les détails ce qu'on pourrait retirer en tout cas de ce contexte-là. Surtout la perspective qu'il y a aujourd'hui à considérer le Sahel, surtout le Sahel central, comme vraiment un espace d'instabilité, et d'instabilité qui peut en tout cas attaquer
les États. Nous avons le sentiment que nous sommes encore en dehors, en tout cas, de l'épicentre, mais il y a certainement des velléités, des signes que, bon, à partir de cet épicentre-là, il y a une propagation qui est certainement attendue et nous devons faire très attention. Il y a aussi que ces éléments d'insécurité créent naturellement ce qu'on appelle lié à une détérioration de la situation humanitaire dans ces espaces, dans les États, en tout cas, de l'Afrique de l'Ouest. Quand nous prenons aussi le Burkina Faso, c'est aussi un exemple intéressant. C'est aussi ce qu'on a, les VDP. Je crois qu'il nous faut aussi voir à peu près ces jeunes-là, ce qu'on appelle les volontaires pour la défense de la patrie, qui impliquent des jeunes qui, d'ailleurs, étaient censés protéger les communautés et qui sont devenus véritablement une menace réelle pour les communautés. Nous pouvons aussi parler près de nous aussi le cas Adama Barrow en Gambie. Je crois qu'il ne faut pas négliger aussi ce qui se passe chez nos voisins. La Gambie est dans des réformes institutionnelles pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation de la période Jammeh. Et quand nous parlons de la Gambie et nous parlons de Jammeh, nous avons une préoccupation particulière et tout le monde a vu qu'il y a quelque temps ce que Salif Sadio a fait à nos militaires, que enfin, beaucoup ont perçu comme une insulte à l'armée sénégalaise, montrer des soldats ligotés, tuer des soldats. Donc c'est encore une déchirure qui est là. Et il est important de voir, il y a eu, quelque chose a été fait, mais jusqu'à présent, Salif Sadio est vivant. Et donc il faut aussi voir cela comme une menace parce que pour l'armée, et j'en ai discuté avec certains, c'est encore un affront. Et cet affront-là doit être lavé. Alors j'ai essayé maintenant pour venir au contexte sénégalais. D'abord, la première crise que je voudrais étudier, c'est un peu la crise liée au processus électoral biaisé, qui ne rassure pas les acteurs. Et ce processus est là. Heureusement, pour ce qui s'est passé hier, nous avons le sentiment qu'il va continuer. Mais nous nous posons des questions si, après l'élection, après le scrutin, qu'est-ce qui va se passer s'il y a contestation des résultats? Si les contentieux qui vont arriver ne vont pas exacerber un mécontentement, des frustrations qui sont déjà là, je crois que c'est aussi des questions qu'il faudra se poser. Parce qu'il y a des frustrations manifestes. Nous avons un vocabulaire qui est nouveau des candidats recalés, spoliés, etc. Tout cela, je crois qu'il faut aussi chercher à voir comment on peut résorber toutes ces frustrations-là. Le deuxième type de problème, de crise que je voudrais aussi regarder très brièvement, c'est les crises liées à la personnalisation du pouvoir, créant ainsi une absence de démocratie et naturellement dans nos partis qui ont disparu au profit des coalitions. Ce qu'on appelle généralement en conflit, ce qu'on appelle le jeu des acteurs.
le jeu des acteurs est un élément extrêmement important quand on analyse les conflits. La coalition Benno a subi, il y a eu énormément de problèmes avec manifestement un chef qui n'a pas voulu donner les moyens, qui a aussi, vous avez le conflit entre le président et le candidat de Benno. C'est aussi la preuve manifeste que, bon, qu'il n'y a pas du tout de démocratie dans cette coalition-là et que c'est encore une sorte de patrimonialisation du pouvoir politique qu'on a vu. La gestion montre que c'est une gestion patrimoniale évidente dans nos partis politiques. Nous pouvons également dire que, et ça renvoie à l'idée, à un conflit qui va arriver entre les libéraux et les socialistes. Et peut-être même que ce problème-là, il est déjà là. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et tout récemment, je crois, d'ailleurs, même les libéraux se sont retrouvés pour voir comment est-ce qu'ils peuvent faire une jonction pour encore être beaucoup plus importants. Nous avons aussi, au niveau de l'opposition, le front de l'opposition, on ne peut pas dire qu'il y a aussi la démocratie. Nous pouvons faire les mêmes reproches aux partis, surtout PASTEF, la coalition Diomaye président, d'abord même le processus de désignation du candidat qui montre qu'on attend que M. Sonko veuille bien désigner son candidat. Il y a en tout cas là des signes que la volonté populaire est confisquée par certainement son chef, même si on parle qu'il y a eu un processus et finalement il devait valider, mais de toutes les façons, cette coalition-là, on ne peut pas aussi dire qu'il n'y a pas du tout de reproche, en tout cas de patrimonialisation du pouvoir. Je vois aussi la ruée vers la coalition Diomaye président. Je vois comme un espace où il y aura naturellement des problèmes. Nous avons vu beaucoup de cadres d'autres partis venir en masse autour du candidat. Et je me pose bien la question, ces jeunes-là qui ont lutté pendant des années, qui se sont donnés et qui pourraient être, en tout cas, marginalisés par l'arrivée de beaucoup de cadres d'un niveau supérieur, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il n'y aura pas ce sentiment de victoire confisquée si jamais on arrive à ce niveau-là? Je n'ai pas beaucoup aimé le slogan Sonko Moy Diomaye, Diomaye Moy Sonko, qui me semble être tiré un peu du vocabulaire des Chantakun, et qui pourrait peut-être donner exactement le même résultat. Au décès de Cheikh Béthio, vous avez vu ce qui s'est passé, ceux-là qui sont allés vers son fils et ceux-là qui sont allés vers la dame. Et peut-être aujourd'hui, nous avons Sonko est là, Diomaye est là, peut-être qu'un jour, on irait une division à ce niveau-là aussi. Et je vois aussi quelque chose venir, c'est aussi le cas gambien doit nous inspirer, c'est-à-dire Adama Barrow et Ousseynou Dabo. Et si on ne fait pas attention, on arrivera un peu, et surtout à tout ce débat sur le président et le vice-président, peut-être, même si
ils ont essayé à peu près de donner de dire qu'il ne s'agit pas du tout de cela, mais c'est des choses qui pourraient être en tout cas envisagées. Je n'ai pas beaucoup de temps. La politisation de l'État et des institutions, c'est aussi un aspect. Il faut aujourd'hui la mainmise du parti au pouvoir sur tous les leviers de promotion économique et sociale. Nous ne pouvons pas du tout passer là-dessus. L'hyperprésidentialisme aussi, je crois que c'est un problème qui va en tout cas arriver. Il y a aussi un autre type de crise, c'est les crises liées au manque d'ouverture démocratique, le rétrécissement de l'espace civique face à la nouvelle demande, surtout des jeunes. Et là, un problème aussi il y a des fractures générationnelles, des fractures communicationnelles, etc. Et je crois que tout cela est porteur aussi de crise, l'attitude de défiance à l'État. Il est possible aussi d'envisager tout cela. Alors, les questions, je passe sur les questions stratégiques et géopolitiques, parce que je n'ai pas du tout le temps. On passera, je reviendrai un peu sur certains de ces aspects quand il y aura en tout cas le débat. Alors, j'ai raconté tout cela pour terminer sur une confession et une conviction. La confession, c'est que les 3 années qui sont passées, j'ai fait venir à 2 reprises la CEDEAO, convaincu que le pays allait brûler. La CEDEAO est arrivée, les gens ont regardé, rien n'a brûlé. Ils sont repartis. Deuxième fois, je me suis dit, jamais plus, je ne vais jamais interpeller la CEDEAO pour venir. Et cela me donne cette conviction que ce Sénégal, et il faut souhaiter que ce soit vraiment que j'ai raison sur ce point-là, c'est on va plier, mais on ne rompra jamais. Donc, rien ne se passera. Voilà, c'est peut-être le sentiment que j'ai, c'est ma conviction.